dans ce programme scientifique qu'on a élaboré, on a essayé de faire la vision du physiothérapeute et on a essayé de montrer qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe au bloc opératoire. On va vous montrer de la technique opératoire pour voir comment ça se passe au bloc opératoire, comment on opère les patients, qu'est-ce qui se passe avant qu'on vous donne le patient pour que vous en occupiez. D'accord? Donc on va s'occuper du membre inférieur pendant la matinée et du membre supérieur pendant l'après-midi. Et on va commencer par la session ligament croisé antérieur avec, avec euh, prévention des lésions de ligament croisé antérieur par monsieur Hassan, voilà, exactement. Okay, so I take care of sports injuries, especially ACL injuries, and I'm glad to be here today to talk about it. Okay, so today we're gonna talk about ACL injuries, prevention strategies based on literature review. Injury to the anterior cruciate ligament is one of the most common knee ligament injuries evaluated by sport medicine practitioners. Approximately 250,000 ACL tears are estimated and 100,000 reconstructions are performed annually in the United States of America. An adequate understanding of the complex anatomy, function, and biomechanics of the ACL is critical to elucidate the mechanisms of injury. And of course, understanding the mechanism of injury is critical to optimizing prevention strategies. We'll just briefly see the anatomy. So, the ACL is a collagenous structure that originates on the medial wall of the lateral femoral condyle and crosses anteromedially to its insertion on the anterior aspect of the tibial articular surface. It is an intra-articular but extracapsular structure with limited capacity of healing. It consists of two functional bundles. Okay. It consists of two functional bundles, the anteromedial bundle and the posterolateral bundle based on their tibial insertion. We move to the biomechanics. So when the knee is extended, the posterolateral, okay. When the knee is extended, the posterolateral bundle is tight and the anteromedial bundle is moderately lax. As the knee is flexed, the anteromedial bundle tightens and the posterolateral bundle is relaxed. During extension, the ACL limits anterior translation of the tibia relative to the femur, which occurs as a result of the action of the quadriceps muscle pulling on its insertion site at the tibia, on the anterior tibia. Primarily, it functions as a static stabilizer of the knee by resisting hyperextension. Okay. Hyperextension, anterior tibial translation, and rotatory movements. Secondarily, it resists to varus and valgus movements in all degrees of flexion. Mechanisms and risk factors. So nearly 3/4 of anterior cruciate ligament injuries are non-contact injuries. The risk factors for non-contact ACL injury can be divided into 4 categories.
environmental, anatomical, hormonal, and mainly the biomechanical, neuromuscular risk factors that we are going to concentrate on. A weight with 205 athletes. Okay, a weight with 205 athletes evaluated landing biomechanics and proved that high knee valgus angle and moment during landing from a jump are strong predictors of future ACL injury named leg dominance factor. Another study on 277 athletes with trunk displacement evaluation concluded that poor trunk proprioception is an important risk factor for ACL injury. Meyer with 1,692 athletes proved that lower knee flexor strength and higher relative knee extensor strength are ACL injury predictors named quadriceps dominance. And finally, always for quadriceps dominance, electromyogram pre-activation of quadriceps and hamstring during side cutting maneuver is an important proof for this risk factor. We can resume ACL injury mechanism in 5 components. Trunk lateral displacement that we can call also proprioception, the knee valgus, low knee flexion angle, tibial internal rotation, and finally an excessive hip flexion. The described mechanisms are largely consistent with the 4 theories of neuromuscular deficits that we identified by the biomechanical epidemiological studies. Lateral trunk displacement is part of the trunk dominance. Knee valgus is part of the ligament dominance. Low knee flexion angle is consistent with the quadriceps dominance, as in this position, the knee extensors are more effective in producing anterior translation of the tibia. Mechanically, ACL injury occurs when an excessive tension force is applied on the ACL. A non-contact ACL injury occurs when a person themselves generates great forces or moments at the knee that apply excessive loading at the ACL. A good understanding of ACL loading mechanisms is the basis for a good understanding of the mechanisms of non-contact ACL injuries, which in turn is essential for identifying risk factors and developing prevention strategies. A great posterior ground reaction force may be associated with a great quadriceps muscle force, which would cause great anterior draw force at the knee, which would result in great ACL loading, and must occur through a no-contact mechanism of injury in sports in which sudden deceleration, landing, and pivoting maneuvers are repeatedly performed. Finally, with other sports injuries, understanding injury mechanisms is a key component of preventing non-contact ACL injuries. We move to the preventive strategies. Research has shown that a multi-component program is needed to reduce the risk and incidence of non-contact ACL injuries. Most of the programs include one or more of the following: stretching, strengthening, aerobic conditioning, plyometrics, proprioceptive and balance training, as well as education and feedback regarding body mechanics and proper landing pattern. Injury prevention program should be started at least 6 weeks prior to the season, followed by a maintenance program that can replace the traditional warm-up. A preseason injury prevention program combined with an in-season maintenance program is preferred. First of all, incorporating strength
strength training to a multi-component program has been shown to reduce knee injuries. Strengthening program for hamstring muscle has shown to be preventing anterior tibial translation. Strengthening program for hamstring muscle has shown to be preventing anterior tibial translation and acting as an ACL agonist. Eccentric exercise, such as the Russian hamstring curl, has been shown to be effective in increasing hamstrings to quadriceps ratio. Gluteus maximus and medius strength is crucial to reduce femoral rotation and knee valgus during landing, cutting, or changing direction. Strengthening of the gluteus maximus can be achieved with single limb squat or single leg deadlifts, while side planks or side lying hip abduction can be implemented for the gluteus medius. Every ACL prevention program should incorporate education and feedback regarding proper landing and cutting technique. Landing should be soft on the forefoot with trunk, hip, and knee flexion while avoiding knee valgus. Landing on both feet should be encouraged. A partner athlete or coach can give feedback on the correct technique. Self-feedback with use of videos has been shown to reduce ACL injuries. Inexperienced skiing professionals by helping to correct technical errors and reinforce good technique. The plyometrics. Multiple programs integrate plyometrics exercise in their regimen. They have been shown to decrease landing forces, decrease hip adduction and abduction moment, increase lower extremity power, and decrease the incidence of serious injuries. Plyometrics also can address differences in leg strength and leg dominance. Programs should include single leg weight bearing activities and incorporate high intensity agility drills on multiple planes, including sports-specific drills. Core stability and proprioceptive training. Interventions incorporating core stability training, including proprioceptive exercise and correction of lateral angular displacement of the trunk, also should be an essential part of a prevention program. Core stability and proprioceptive training can include planks, bridges, and single leg squats. The exercise regimen can progress from firm to unstable surfaces, followed by adding perturbation. Carafa found a significant risk reduction in ACL injuries in soccer players after incorporating proprioception training using a wobble board during warm-up before practice. Here we see a sample of a program, already program, named the FIFA 11 Plus or the FIFA 11 Prevention Program. So as we see, it begins with running, strengthening, plyometrics, balance, and running exercises. Always, all programs have to involve all of these components. We see an example of these videos. Exercise 9-2. Hamstrings intermediate. This is an example of exercises. You can find these videos on the FIFA website. This is a program for prevention that is involves 25 videos for 15 exercises, And with both hands, grips your lower legs just above the ankles, while which pushing contribute them with to body weight prevent to the ground. the ACL injuries. Of course, always you have to do corrections Your body should be completely straight from the head to the knees. of the core stability in Slowly every leaning exercise. forwards, trying to hold the Also, you can position use with your these hamstring. videos that the athlete can see the exercise, Then you can do no longer corrections, hold the position, do his own gently evaluations. on your hands, falling into a press-up Okay, we position. see
Another example of prevention videos from FIFA. Exercise 11.1. Squats with toe raise. toe raise. This exercise strengthens your hamstrings and calf muscles and improves your movement control. Assume the starting position, standing with your feet hip-width apart and your hands on your hips. It describes During this exercise, how to do the exercise slowly from the bend beginning your to the hips, end. knees and ankles until your knees are flexed to 90 degrees. The same speech that he's saying, you have to say the same for the athlete. You have to do corrections, not just give the exercise. When your knees are completely straight, stand up on your toes and then slowly lower yourself down again before straightening up slightly more quickly. Repeat the exercise for 30 seconds. Okay, we see briefly the final video from this ready program that is available. Okay. Exercise 15. Running, plant and cut. It's a very important Jog exercise 45 steps straight ahead. to prevent the injury. Then plant on the right leg. You see the and cut small to change jumping, direction to the left landing and by the accelerate side. again. It's named the cutting maneuver. Sprint for 5 to 7 steps at 80 to 90% of maximum pace before you decelerate and Of plant course, the left foot warm-up has and to cut change to direction involve to the of, right. of these exercises to prevent Do the not let injury, your knee buckle inwards. and a lot of Repeat the exercise other until you reach the other side of the pitch, maneuvers. then jog back. Do the exercise twice. Okay. Another example for already prevention program, the PEP, the Prevent Injury Enhanced Performance Program. As you see, always it begins with soft landings, with warm-up, strengthening, plyometrics, agilities. It's always the same components for every program that we have to concentrate on. We'll discuss a little bit the efficiency of these programs. It is known that prevention programs can have a quantifiable reduction in the risk of ACL injury. Sadoghi performed a systematic review of the literature concluding substantial benefit of ACL injury prevention programs with a risk reduction of 52% in female and 85% in male athletes. A recent meta-analysis also demonstrated the efficacy of neuromuscular training and educational intervention, which appear to reduce the incidence of ACL injuries by approximately 50%. Furthermore, specific prevention programs such as Sports Metrics and the Prevention Injury and Enhanced Performance Program not only reduce injury risk but also can improve the performance. Okay, conclusion. There has been significant progress in ACL IPP research over the past 30 years. Exercise-based programs, often used warm-ups, are effective, but their success depends on implementation and compliance. Those researchers and clinicians must collaborate with coaches, athletes, parents, and other stakeholders to help identify barriers and strategies. Newer evidence indicates that the mechanisms of ACL IPPs could be in changing brain behavior using motor learning principles. The next 30 years of ACL injury prevention research will be enlightening and exciting. Thank you very much. Thank you, Hassan. Je veux rassurer tout le monde, vous pouvez parler en français. Hein. Hassan, c'était une excellente présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas
quel est l'état des lieux en Tunisie, mais je pense que ce genre de programme de prévention des lésions de ligaments croisés antérieurs doit être développé. Je pense qu'il y a des choses qui sont à être faites, mais ça ne doit pas être au niveau requis par la FIFA ou par les instances internationales. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, c'est vrai. En Tunisie, on a bien fait des progrès à propos des préventions de ligaments croisés. Comme vous savez, après la période de repos, d'arrêt de compétition à cause du coronavirus, on a eu beaucoup de cas de lésions ligamentaires surtout et des lésions musculaires. Mais grâce au programme de prévention qu'on a fait à la période de préparation, juste avant la saison, on a eu des cas de lésions ligaments croisés, on peut dire semblables avant le coronavirus. On n'a pas eu Non, avant l'arrêt du Covid. Voilà, exactement. Donc on n'a pas eu cette période catastrophique d'un nombre bien élevé de cas. Non, c'était le taux, on peut dire qu'il était normal en moyenne. D'accord, excellent. Est-ce qu'il y a des questions dans la présence? Allez-y. Vous avez mentionné tout à l'heure que l'hyperflexion de la hanche peut provoquer une lésion du ligament croisé antérieur. J'ai pas compris comment ça peut se passer. En fait, c'est pas seulement la flexion de la hanche. En fait, c'est une description du mécanisme. Comme vous savez tous, le valgus flexion rotation externe, c'est le mécanisme le plus Provoquant. qui cause le plus les lésions de ligaments croisés. Mais quand j'ai mentionné la hanche, la flexion de hanche, c'est tout le mouvement. C'est tout le mouvement dès la hanche jusqu'à la cheville. Ok, c'est bon? Encore une petite dernière question, Hassan. Bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé du ratio de force quadriceps ischio-jambier. Oui. Et là, le greffon à la mode, moi personnellement, 90% de mes reconstructions sont faites avec les ischio-jambiers. Je pense que pour vous, vous allez nous déconseiller de faire ça ou ça change pas grand-chose? À propos des reconstructions avec... Parce qu'en faisant un prélèvement des ischio-jambiers, on va induire une faiblesse des ischio-jambiers. Donc indirectement, on va inverser le ratio force quadriceps par rapport aux ischio. Ok, c'est vrai ce que vous dites à propos de faire prendre le transplant à partir de tendons du fil de DDT, de prendre des ischio-jambiers, mais avec un programme de rééducation qui est parce que on travaille pas les techniques de la même façon parce qu'on peut avoir des complications. Comme vous dites à propos de la DDT, il y a des complications qu'il faut éviter. Donc, s'il faut faire un protocole de rééducation pour les ischio-jambiers, ça doit être bien étudié. Il faut avoir un temps de cicatrisation et puis un temps de charge. Et puis on peut commencer les renforcements. C'est pour les DDT. Mais s'il faut comparer les techniques, il faut comparer les techniques DDT, le KJ, le Macintosh et tout. Chaque technique est là, c'est bien fait et ses avantages, ses inconvénients. Il n'y a pas une technique qui est, on peut dire, la meilleure ou bien sans faute. Non, ça n'existe pas. Ça existe, il y a un travail d'équipe entre chirurgiens, kinésithérapeutes, réathlétisateurs et puis avec tout avec l'aide, avec de l'entourage. Même en équipe sportive de haut niveau, il faut avoir l'entourage qui est, même le public, il faut avoir un bon état psychologique du joueur pour réussir les reconstructions. Merci encore une fois Hassan vous en pour cette prie. présentation. Juste pour en fait compléter ce qui a été dit par professeur Borbi. C'est vrai, j'ai fait un petit peu de vie associative dans les clubs de sport. C'est vrai, il faut peut-être faire des guidelines, un standard pour les préparateurs physiques surtout, pour qu'ils puissent en quelque sorte minimiser cette incidence de rupture de LCA. C'est vrai, en Tunisie, c'est sporadique, c'est pas standardisé comme chez la FIFA. Donc chaque club a en fait un préparateur qui fait d'une manière ou d'une autre. Exactement. Mais c'est pas la vraie prévention. Peut-être qu'il faut aller
transmettre ça auprès des fédérations pour qu'ils puissent nous aider dans la diminution de fléaux de rupture du ligament croisé. Je vous remercie encore une fois et on va compléter dans le même bain avec professeur Borbi pour voir comment je fais pour traiter une lésion du ligament croisé antérieur. Une question? Oui, juste une petite question. Une petite question. Mahloul, juste une petite question, c'est pour dire à Hassan, moi je travaille au centre médico-sportif depuis 38 ans, je vais dire ça, et on a remarqué que pour les sportifs garçons, nous faisons plus, les chirurgiens avec qui on a travaillé faisaient plus le KJ que le DIDT, et que le DIDT, il était plus fait pour les filles que pour les garçons. Pourquoi? Il y a moins de problèmes peut-être à la rééducation pour les filles, mais pour les garçons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème pour la KJ. On a rencontré beaucoup de tendinites, mais tout ça, comme tu dis si bien, il faut respecter la cicatrisation, il faut respecter les délais, il faut respecter les charges. Parce que parfois, il y a des confrères malheureusement qui font des charges très importantes à des périodes où il faut être au repos. Et là, nous avons des tendinites qui traînent pendant 8 à 12 mois. Donc c'était juste pour te dire. Exactement, et je confirme ce que vous dites. Avoir un joueur après une période de l'éducation, ou bien il revient au terrain avec une tendinite qui ne guérit pas, il n'a rien à voir avec rien à faire avec son genou. Donc il y a la performance, il faut faire attention à la performance. Si le ligament croisé, si on fait la correction, il ne revient pas meilleur que l'état antécédent, on n'a pas réussi. Ok, merci. C'est bon. Merci encore une fois. Désolé pour le petit contretemps. Donc là, on va partir de l'autre côté et on va partir au bloc opératoire et on va faire le geste chirurgical. Je vais vous montrer comment ça se passe au bloc à peu près, ou le raisonnement qu'on a quand on va opérer un patient pour une rupture du ligament croisé antérieur. Pour l'anecdote, combien d'entre vous sont déjà partis au bloc pour voir comment ça se passe? Il faut y aller au moins une fois, il faut aller voir. C'est très intéressant d'aller voir parce que ça va vous démystifier la chose. Au moins, vous allez rééduquer quelque chose que vous avez vu. Vous allez voir ce que c'est qu'un DDT, vous allez voir ce que c'est qu'un KJ, qu'est-ce que c'est qu'un tendon quadricipital, les moyens de fixation, surtout l'examen du patient qui est sous anesthésie. Différent que l'examen d'un patient qui est éveillé. L'examen d'un patient anesthésié, je vais vous montrer, c'est impressionnant. Donc, comment je fais ma plastie du ligament croisé antérieur? Donc, déjà, est-ce qu'on doit opérer toutes les ruptures du ligament croisé antérieur? Certainement non. Mais là, de plus en plus, on est agressif et on opère presque tous les sujets qui sont actifs. Les gens qui ont besoin de leurs genoux, les gens qui bougent, qui travaillent, qui font du sport même à un niveau de loisir, on les opère. Et on ne regarde même pas l'âge. Des fois, ça nous est arrivé d'opérer des patients qui sont proches de 60 ans, rien que parce que ces patients ont besoin de leurs genoux. C'est des patients qui sont actifs, qui ont une activité sportive, donc on les opère quand même. Pourquoi on les opère? Parce que les laisser avec une instabilité de genou, généralement, ça génère des lésions méniscales, ça génère des lésions cartilagineuses, ça fait de l'arthrose, et c'est des patients qui sont invalidés, qui n'arrivent pas à faire leur activité habituelle. Et donc, pour passer à la chirurgie, c'est un processus pour passer vers l'indication opératoire. Et parmi la première étape du processus, c'est ce dont je vous ai parlé, vous regardez l'examen sous anesthésie. Vous voyez le genou, comment il bouge quand on a une rupture du croisé, et ça, c'est le ressaut.
C'est franchement exagéré par rapport au patient que vous examinez, qui est éveillé, qui a mal des fois, qui se tend, qui se contracte. Et là, on arrive à bien voir les signes d'une rupture du ligament croisé antérieur. Vous avez le Lachman qui est évident, le tiroir antérieur et le ressaut rotatoire. Deuxième étape après l'examen clinique, c'est l'imagerie. Principalement, l'imagerie dont on parle le plus, c'est l'IRM. Et ça, c'est une IRM normale. Le ligament croisé antérieur, c'est ça, c'est cette structure qu'on voit ici, qui est bien tendue. Et là, c'est un ligament croisé qui est rompu. Et en fait, c'est rentré dans nos habitudes de faire systématiquement une IRM pour tous les patients qu'on opère, pour la simple raison, pas pour voir le ligament croisé, mais pour voir ça. C'est des patients qui ont très souvent des lésions, comme on voit ce petit triangle noir, c'est les lésions méniscales. Et pour faire une chirurgie du genou, actuellement, la chirurgie méniscale, c'est une chirurgie archi importante. Et le succès de la chirurgie passe principalement par la prise en charge de la pathologie méniscale. Actuellement, on n'a plus le droit de passer à côté d'une lésion des ménisques. Il faut aller le chercher. Et la principale indication de l'IRM en préopératoire, ce n'est pas vraiment la rupture du croisé parce qu'on arrive à la diagnostiquer assez facilement, mais plein de lésions méniscales ne sont vues que sur l'IRM. Deuxième type d'imagerie, c'est ces imageries en stress. Vous voyez que le genou est mis dans une sorte de machine qui va exercer une poussée sur le genou et on va comparer la translation antérieure. Et à partir d'un certain degré de translation, 4 mm à peu près, on dit que ce patient a une rupture de son croisé antérieur. Et on utilise ce type d'imagerie quand l'IRM est équivoque et quand l'examen clinique est équivoque. Et ça nous permet d'avoir un examen objectif de la rupture et ça nous permet surtout de quantifier la laxité, d'avoir une quantité de laxité. Après avoir posé le diagnostic, donc on a examiné notre patient, on a fait l'IRM, on a fait l'imagerie. Il est jeune, il est actif, il fait du sport. Et on va passer à la chirurgie. Et pour faire une chirurgie du ligament croisé antérieur, le chirurgien a un certain nombre de choix à faire. Quel greffon je vais faire pour mon patient? Quelle fixation? Comment je vais réparer les ménisques? Et comment je vais faire ma plastie du croisé? Choix du greffon. Ça, le greffon qu'on fait le plus en Tunisie, c'est le KJ. Vous allez voir, on prend le tiers moyen du tendon rotulien qu'on va mettre à l'intérieur du genou. Et là, pour répondre à votre question, tout à l'heure, pourquoi on fait des DIDT pour les femmes, c'est pour cette cause-là que vous voyez que le pointeur ne marche pas. C'est pour l'esthétique. Ça fait une cicatrice assez moche à la face antérieure du genou et généralement, c'est les patientes elles-mêmes qui la refusent. Donc, on passe plus vers le DIDT. Maintenant, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus esthétiques que le DDT. On le montrera peut-être un autre jour. Mais le KJ, parmi ses inconvénients, c'est que la rançon esthétique n'est pas acceptable pour certaines femmes. Et parmi l'autre inconvénient, je pense que vous la connaissez bien, c'est qu'en post-op, c'est un peu douloureux. Ça fait un peu mal sur des durées plus ou moins longues. Et ça fait partie des inconvénients. Personnellement, je ne fais pas plus que 3 à 4 kg par an. Je ne les fais des kg que la main forcée pour des reprises ou pour des cas un peu particuliers. Mon greffon de choix et mon greffon préféré, c'est le DIDT. Et je vous montre sur la vidéo. Vous pouvez faire démarrer la vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Vous voyez que la cicatrice est vraiment minuscule. On fait une cicatrice de 3 petits centimètres, des fois moins. Les tendons sont facilement visibles. On va ouvrir le fascia du couturier. Il faut faire attention au ligament latéral interne. Et les voilà, ils sont là. Donc on va les sortir, on va les stripper avec un instrument spécial. C'est ce qu'on appelle le stripper. Voilà, on met le stripper. Et on va partir dans la cuisse et ça vous expliquer des fois les patients que vous voyez qui ont un peu mal sur la face interne de la cuisse, qui ont des équiments sur la face interne de la cuisse, c'est à cause de ça. C'est notre stripper qui va partir très profondément dans la cuisse jusqu'à la zone musculaire. Vous voyez comment il part très profondément et on sort tout le tendon
et on va le désinsérer sur le tibia. Vous voyez le tendon, ça donne ça. Et après avoir strippé ce tendon, faites marcher la vidéo s'il vous plaît. On va le mettre en 4 ou en 6 pour gagner en épaisseur. Vous voyez là, on va le mettre en 6. C'est les deux tendons multipliés par 3, ça fait un DDT en 6 brins. Pourquoi on le fait en 6 brins? C'est pour gagner en épaisseur, pour être au moins aussi solide qu'un kagi. Parce que parmi les anciens inconvénients du kagi, c'est qu'on disait qu'il est moins robuste qu'un kagi. Et en le faisant en 6 brins comme ça, on est plus robuste qu'un kagi. On a un greffon qui est assez volumineux, qui fait généralement autour des 10 mm, vous voyez, qui est assez robuste. Là, on est à 9 mm de calibre, donc ça fait un greffon qui est assez robuste et assez solide. Quand on a besoin de plus de solidité, je passe sur un autre greffon. Esthétiquement, c'est un peu moins moche que le kagi. Il est sur la face antérieure du genou, mais on fait une cicatrice qui est beaucoup plus petite. Faites marcher la vidéo, s'il vous plaît. C'est le tendon quadricipital. Vous voyez, c'est un très gros tendon. On va ouvrir sur la face antérieure, mais cette fois, au lieu d'enlever comme un kagi sur la face inférieure du genou, on va le prélever sur la face supérieure. Et histologiquement, c'est le greffon le plus robuste qui existe sur le corps humain. Vous voyez, c'est un greffon qui est très robuste. Et actuellement, pour toutes les reprises, il est conseillé de passer sur ce type de greffon parce qu'il est robuste et il a sur son versant fémoral, il a de l'os. Donc c'est ce qu'on appelle le TQB, c'est le tendon quadricipital avec de l'os. Vous voyez qu'on prélève un bout de rotule avec et ça fait un greffon qui est très robuste, très solide. Ça donne presque pas de distension post-opératoire et pour les reprises, c'est le greffon de choix. Vous voyez là, on le calibre. Et là, notre greffon, on va fermer l'articulation. Notre greffon est prêt. Donc, quel greffon choisir? Hassan l'a dit tout à l'heure. Jusque-là, quand on voit la littérature, il n'y a pas un greffon qui est supérieur à l'autre. Tous les greffons se valent et chaque greffon a ses avantages et ses inconvénients. On peut prendre le tendon rotulien, le quadricipital, les DDT. Le fascial lata, c'est anecdotique. Moi, si ça nous arrive de l'utiliser, ça donne d'excellents résultats. Le lampéronnier, je ne sais pas si vous en avez vu des lampéronniers à rééduquer, vous en avez vu des lampéronniers, mais c'est un greffon qui est actuellement archi à la mode. On en a commencé au service à en faire et ça donne un greffon d'excellente qualité. Ça ne donne pas de répercussions sur la cheville et esthétiquement, c'est encore mieux que le DDT. On a une petite cicatrice sur la face postérieure de la cheville. On voit presque rien, c'est complètement invisible. Donc, tous les greffons se valent. Donc, on a à choisir un greffon. Des fois, je ne sais pas, Hassan, si tu es d'accord, on choisit les greffons en fonction du sport du patient. Pour les patients qui ont besoin d'une grosse force d'extension, on essaiera de ne pas toucher l'appareil extenseur. Pour les sportifs qui font des réceptions de saut, on va essayer de garder les ischio-jambiers. C'est des petites finesses. Il y en a même qui vont, sur la médecine du football, qui vont choisir par rapport au poste sur le terrain le type de greffon. Ils vont jusqu'à ça. Mais c'est des détails. Globalement, quand on voit la littérature, tous les greffons à peu près se valent. Quel choix de fixation? On a prélevé notre greffon et deuxième étape, c'est comment on va fixer ce greffon sur l'os. Parce qu'on va le mettre dans l'articulation et on va le fixer sur l'os. Et globalement, on a deux moyens de fixation qu'on utilise. Ça, c'est la vis d'interférence. En fait, on va passer notre greffon dans le tunnel et on va mettre la vis entre le greffon et le tunnel pour le fixer. Et là, c'est un peu plus élégant. C'est les endoubotants. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de voir les radios de vos patients. Ils ont un petit bout de métal sur la face latérale de la corticale externe de leur fémur. Et c'est l'endobottant. Et ça a l'avantage de laisser le contact entre l'os et le greffon complètement libre. Donc le greffon peut cicatriser sur toute sa circonférence sur le tunnel osseux. C'est un peu difficile à utiliser techniquement pour le chirurgien, mais théoriquement, ça donne une meilleure cicatrisation pour notre greffon. L'étape suivante, c'est la chirurgie. Et actuellement, la chirurgie de ligament croisé antérieur ne se conçoit que sous arthroscopie. On ne fait plus de chirurgie de ligament croisé à ciel ouvert. C'est largement dépassé.
et on voit beaucoup plus de structures anatomiques. On peut aller voir dans le genou beaucoup plus facilement tous les coins sous arthroscopie que à ciel ouvert. C'était une idée reçue que sous arthroscopie on ne voit pas grand chose, c'est pas vrai. On voit beaucoup plus de choses au niveau du genou sous arthroscopie que à ciel ouvert. Ce que vous voyez sur l'image, c'est une colonne d'arthroscopie. Vous voyez qu'elle est composée d'un ensemble d'éléments. C'est le seul problème qu'on a avec ça, c'est que c'est archi cher. Ça devient hors de prix. Et actuellement, pour vous donner l'ordre de grandeur, une colonne de bonne qualité, ça vaut dans les 400 000 dinars, un peu plus. Ça devient de plus en plus sophistiqué et de plus en plus cher. On va passer à la chirurgie. Là, on a la caméra qui est à l'intérieur de l'articulation. Et vous voyez, pour ce patient, son ménisque est rompu. Et là, actuellement, en 2022, couper ce ménisque, faire une méniscectomie, c'est un crime. Si vous faites ça aux États-Unis pour ce patient, il peut vous poursuivre. Malheureusement, c'est en train d'être fait en Tunisie. La réparation méniscale, elle est obligatoire et c'est ce qui va vous prévenir la durée de vie de votre genou. Si vous avez besoin d'un genou qui va durer, vous allez opérer votre patient à l'âge de 20 ans, vous voulez avoir un genou sain à 60 et à 70 ans, c'est en faisant la réparation méniscale. La réparation méniscale, c'est un peu technique, mais c'est le geste principal. C'est un geste qui est très important. Et sur une conférence qui a été faite il n'y a pas longtemps à l'ISACOS, ils sont sortis par une conclusion que ACL surgery is a meniscal surgery. La chirurgie du ligament croisé est une chirurgie méniscale. C'est le ménisque qui passe avant le ligament. Et en péropératoire, si vous passez un jour au bloc, vous allez voir qu'on prend beaucoup plus de temps, on fait beaucoup plus d'attention à réparer le ménisque qu'à faire le ligament. Réparer le ménisque, des fois ça peut prendre 1 heure, on s'en fout, on prendra le temps. Mais faire le ligament croisé, ça dépasse jamais le quart d'heure. C'est un quart d'heure de chirurgie. Mais le ménisque, on prendra le temps qu'il faut pour le réparer. D'accord ? Deuxième temps de la chirurgie, vous voyez l'exploration. Ça, c'est typiquement l'image d'un ligament croisé qui est rompu. Ça, c'est une rupture fraîche. Vous voyez le sang qui est encore. Et c'est une rupture totale et fraîche. Vous voyez qu'il est complètement rompu. Et ce qu'on va faire en péropératoire, c'est qu'on va nettoyer ces débris ligamentaires. ارجع بالله الفيديو اللي قبل ارجع نجمش تقدمها شويه الفيديو s'il te plaît ماشي on va nettoyer ces débris ligamentaires et on va faire des tunnels osseux à la place de l'ancien ligament et on va passer le greffon qu'on a déjà prélevé dans les tunnels et le fixer dans le tunnel. Ça paraît assez simple mais c'est un peu astucieux, c'est un peu technique. Mais actuellement, c'est maîtrisé par la majorité des chirurgiens. C'est un geste qui est assez rapide comparé au geste méniscal. Là, c'est la fin du nettoyage. On va faire nos tunnels, vous allez voir. Ça, c'est l'ancien footprint, le footprint de l'ancien ligament. Et là, c'est le positionnement de notre tunnel fémoral. Faire le tunnel exactement à l'emplacement de l'ancien ligament. Et on met des broches. On va faire un trou qui est égal au calibre du greffon qu'on a prélevé déjà. Là, ça c'est le premier trou au niveau du fémur. C'est le tunnel, pas le trou. Vous voyez le tunnel. Juste après, on va faire la même chose, mais au niveau du tibia. Voilà, on a un viseur qui nous permet d'être exactement au bon endroit. On va faire notre tunnel. On va nettoyer et à la fin, le greffon qu'on a déjà prélevé, on va le passer entre les deux tunnels et le fixer. Voilà, on va prendre le fil. Là, on fait une fixation sur un endobouton. Vous voyez l'endobouton qui va passer sur la corticale externe.
Hop, il va se bloquer. Et notre greffon va monter progressivement. Voilà. Pour remplacer l'ancien ligament croisé. Là, la ligamentoplastie est faite. On va fixer au niveau du tibia par une vis d'interférence. Et le tour est joué. Vous allez, ça, c'est le nouveau ligament croisé. Vous avez vu l'aspect de ce ligament. Faites marcher la vidéo. Et en fait, on n'arrivera jamais à recréer un ligament croisé comme celui-là. Ça, c'est le ligament croisé natif. Ce qu'on fait pour le remplacer, c'est une pâle copie, mais ça n'égalise jamais de ligament croisé natif. On n'arrivera jamais à le faire parce qu'il a une forme qui est assez compliquée. Vous voyez, il y a deux faisceaux, il est plat, il a des extrémités qui sont évasées. On est en train de s'améliorer, mais on ne va jamais égaliser ça. Vous voyez l'aspect qu'il a? Il est complètement plat. Ça, c'est un ligament croisé normal, non rompu. Et à la fin, vous voyez, quand on fait une ligamentoplastie, c'est comme on a planté quelque chose. Il va falloir en prendre soin. Et en prendre soin, c'est votre rôle. Vous devez la gérer jusqu'à ce qu'il arrive à maturité pour que le patient reprenne son activité sportive pré-traumatique. Et je vous remercie. Merci, professeur Bourbi, pour cette excellente présentation concernant le traitement arthroscopique des ruptures du ligament croisé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Micro. Je reviens sur le ménisque. Alors le ménisque, vous le suturez quand il est décollé ou quand il est complètement, disons une partie enlevée, désinsérée du cartilage? Le ménisque, il a une insertion capsulaire, pas sur le cartilage. Oui, il a une insertion capsulaire et des insertions osseuses. Et le pire truc qui peut arriver à un ménisque, c'est de perdre ces insertions osseuses. Si vous voulez, demain, je vous invite à voir la conférence de demain matin sur les lésions des racines méniscales, des lésions osseuses. Mais en fait, le ménisque, il se désinsère sur la capsule et où il se déchire. Et on essaie toujours de le réparer, de le suturer sur la capsule ou de le suturer à lui-même. Donc même quand il fait ce petit, parce que le ménisque, on sait qu'il donne un petit blocage au niveau du genou, et donc il y a une petite partie qui joue dans le genou. Est-ce que cette partie-là, vous la recollez ou vous l'enlevez? C'est-à-dire vous gardez la partie... La petite partie qui joue dans le genou, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo, c'est une os de saut par exemple que ce luxe. Ce qu'on n'arrive pas à suturer, c'est les lésions qui sont trop fines. Mais en fait, si la lésion est trop fine et qu'on enlève, on a gardé la majorité du ménisque et ça n'a pas de conséquences. Mais très souvent, sur un ligament croisé antérieur, les lésions méniscales sont assez importantes quand même. Ouais, d'accord. Ok, merci. D'autres questions dans la salle? Oui. D'autres questions? Pour le même sujet du ménisque, j'ai une question. Est-ce que je savais avant qu'il y a des zones pour le ménisque qui sont mal irriguées? On ne fait pas la cicatrisation, c'est parce qu'il n'y a pas de chance de cicatrisation. Le ménisque est une structure qui n'est pas très vascularisée. Et c'est son problème avec la vascularisation. Globalement, l'idée reçue avant, c'était qu'on suturait que les lésions qui sont en zone rouge. Zone rouge, ça veut dire zone vascularisée. Et le ménisque, il a trois zones. Une zone qui est parfaitement rouge. Et ce rouge va décliner progressivement pour donner une zone à peu près rose et devenir blanc. C'est ce qu'on appelle rouge, red, white et white zone. Et là, avec l'amélioration des techniques de chirurgie, on répare même en rouge-blanc, même des fois en zone blanche. Le fait qu'il soit en zone blanche, ça ne veut pas dire qu'il ne cicatrise pas. Ça veut dire que le taux de cicatrisation est moindre. Je vous donne un exemple. Si vous avez une lésion qui est radiaire, lésion radiaire, c'est une lésion qui fait le rayon du ménisque. C'est une lésion qui va passer obligatoirement par les trois zones. Il va les traverser. Et une lésion radiaire, c'est tout ce qu'il y a de plus désastreux qui peut arriver sur un ménisque. Pourquoi? Parce qu'un ménisque qui a une lésion radiaire, quand on appuie dessus, il souffre. C'est l'équivalent d'une méniscectomie totale. Et ça donne le genre de lésion où on est obligé de faire une réparation en zone blanche. Il ne faut pas avoir peur de l'échec d'une chirurgie méniscale. Je vous donne un exemple parlant. Vous connaissez l'histoire d'Ansu Fati. Ansu Fati, il a eu une once de saut de ménisque interne. Il a été suturé. C'était un échec de suture. Il a été resuturé. Si c'était en Tunisie,
je pense que son ménisque aurait été enlevé au premier traumatisme. Sachant qu'Ansu Fati, il vaut 60 millions d'euros et il a passé une année entière à ne pas jouer au football. Ça vous donne l'importance de la réparation méniscale. Toujours suturer le... On suture toujours. Nous, au service, à Moujislim, on n'enlève presque rien. On est des extrémistes. On prend le risque de l'échec, c'est pas grave. Si le chirurgien d'Ansu Fati, vous connaissez qui c'est? C'est Ramon Kugat. Si Ramon Kugat a pris le risque d'échouer, et a pris le risque, pourquoi pas moi? Il faut informer le patient, il faut informer le kiné que c'est une chirurgie à risque. Il y a 15% de risque que la chirurgie ne marche pas. Mais il y a 100% de risque que si je vous l'enlève, vous avez de l'arthrose. Et c'est à vous de choisir. Et je vous promets, aucun joueur ou n'importe quel patient, quand vous l'expliquez comme ça, n'acceptera que vous lui faites une méniscectomie. Jamais. Mustahil. Donc on va passer, je pense qu'on est un peu en retard. Ouais, on en va retard, discuter donc. après pendant le café si vous voulez. On appelle la troisième présentation concernant la rééducation de la ligamentoplastie qui sera assurée par Dr Amel Ouda. Habib. Bonjour à l'assistance. Je remercie la docteur Korbi. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter la rééducation après ligamentoplastie du LCA. Donc, comment il faut changer ça? Pardon. Non, ça, on est revenu. Non, là, je suis complètement. Non, ça, elle est vers l'avant. Ah, vous savez. Alors, le but de la rééducation après une ligamentoplastie est de reprendre une activité, bien sûr, sportive, dans les meilleures des conditions, en préservant la plastie, le genou et le patient. Alors, les mécanismes. Ah oui, ça saute rapidement. Mécanisme de la rupture. Le plus souvent, il s'agit d'un accident survenu lors de la pratique du sport. On a surtout les sports de pivot, le football, le handball, le basketball, le rugby, le ski. Donc l'interrogatoire orienté va permettre de retrouver le mécanisme lésionnel et d'en déduire les probables structures lésées. Alors là, comme nous a dit Hassan, nous avons le valgus rotation externe, le valgus rotation interne, le shoot dans le vide et l'hyperflexion dont on a parlé tout à l'heure. Alors, nous avons aussi deux types d'interventions, le KJ et le DIDT. C'est les deux interventions beaucoup connues ici. Alors, pour la rééducation va durer un minimum de 8 mois. Nous avons 5 phases très importantes. C'est la phase de cicatrisation, l'autonomie, la consolidation, la reprise de l'athlétisation et enfin la reprise du sport. Donc, la première phase. Alors, les objectifs de cette rééducation. Nous allons avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Les objectifs à court terme, c'est lutter contre la douleur et l'œdème, récupération des amplitudes articulaires du genou, le réveil musculaire, le renforcement du quadriceps, l'imitation de l'enraidissement des ischio-jambiers qu'on voit très souvent, l'apprentissage de la marche avec 2 cannes anglaises et une attelle. Alors, sur le moyen terme, c'est l'apprentissage de la marche sans canne, récupération des amplitudes articulaires totales du genou, renforcement des muscles quadriceps et ischio en chaîne cinétique fermée, renforcement musculaire global du membre inférieur opéré et du membre sain, et enfin le travail proprioceptif. Sur le long terme, c'est-à-dire à partir de 6 mois, on va retrouver les capacités physiques antérieures. On va reprendre l'activité sportive, on va reprendre l'activité professionnelle. Donc, nous allons commencer par la première période qui est la phase de cicatrisation qui passe de J0 à J21 jusqu'à l'ablation des points. Donc les 3 premières semaines sont nécessaires à l'obtention de la cicatrisation. Le genou doit être sec,
indolore, le moins de douleur possible, on va dire. Il faut obtenir un verrouillage en extension, et une flexion de 60 à 90 degrés. La prévention dans cette période, c'est les maladies thromboemboliques. Donc, la rééducation commence dès le réveil du patient. Donc, l'intervention par l'exercice de l'écrase-coussin sans coussin pour réveiller le quadriceps et ensuite verrouiller le genou. Dans la chambre, le kiné aidera le patient à se mettre debout en ayant un genou bien verrouillé en extension. Alors, les moyens relatifs du membre, les moyens, nous allons avoir un repos relatif, membre inférieur en extension, la cryothérapie plusieurs fois par jour, 15 minutes plusieurs fois par jour, l'apprentissage et le déplacement avec 2 cannes anglaises, la mobilisation de la rotule dans le plan vertical, transversal, et on peut mettre aussi sur l'arthromoteur, mais là, il ne faut pas dépasser les 70 degrés de flexion. Massage pour le réveil musculaire, un petit massage, verrouillage du genou, l'écrase-coussin, l'ablation des poings et des agrafes au plus tard au 21e jour. Donc, mais ça passe comment? Donc, alors, les incidents possibles, alors pendant cette période, les 3 premières semaines, il faut faire attention, il ne faut pas avoir à une nid d'arthrose, on peut avoir des problèmes veineux, on peut avoir un retard de cicatrisation, on peut avoir un genou hyperalgique. Je n'ai pas changé là. Je retourne en arrière. Par contre, les contre-indications, on va faire un travail en chaîne cinétique. Les contre-indications, il ne faut pas travailler en chaîne cinétique ouverte contre résistance du quadriceps. Et il faut faire attention au récurvatum. Donc là, la deuxième période, c'est la période d'autonomie. On va passer de 3 semaines à 6 semaines. Donc de 21 jours à 45 jours. De la 3e à la 6e semaine, c'est la phase de la reprise de la marche en appui complet, la récupération des amplitudes articulaires. L'attelle devrait être progressivement enlevée, libérée et abandonnée, et il faut abandonner les cannes à 6 semaines. On enlève une première canne à 3 semaines et on enlève la deuxième canne à 6 semaines. Le genou, bien sûr, doit être sec, normal, indolore, non inflammatoire. Non inflammatoire. Donc, l'avis du chirurgien, s'il y a un problème, l'avis du chirurgien doit être demandé si la mobilité, bien sûr, ne progresse pas. Les moyens, rééducation à la marche, récupération de la mobilité par des techniques manuelles, activité musculaire modérée et progressive en co-contraction, renforcement chaîne cinétique fermée du quadriceps et des ischios, activité d'équilibre et de proprioception statique bipolaire puis unipodale, sur un plan stable puis instable. Massage, bien sûr, si on veut, un massage péricicatriciel. En fin de période, c'est-à-dire vers le 45e jour, on peut commencer à faire du vélo sans résistance, si la flexion est à 120 degrés. Les problèmes que nous pouvons rencontrer à cette période, toujours pas de travail en chaîne cinétique. Des incidents, c'est le genou chaud et une arthrose, une douleur, une raideur. Alors, s'il y a raideur, s'il y a arrêt de progression, demandez bien sûr l'avis du chirurgien. Il faut tout le temps demander l'avis du chirurgien. Donc, les contre-indications, pas de travail de quadriceps contre résistance et pas de travail en chaîne cinétique ouverte. Ça aussi, c'est un gros problème. Donc là, c'est le plateau, le renforcement. Donc la 3e période, c'est la période de consolidation. Là, ça devient plus sérieux pour le travail. Donc ça va de 2 mois à 4 mois. Donc la récupération, là, le sportif commence à avoir confiance puisqu'il marche, et commence à avoir confiance en son genou.
Donc le travail musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers en co-contraction peut être accentué et raisonnablement intensifié en tenant compte du phénomène de la ligamentisation. Parce que c'est le 3e mois, il y a un phénomène de ligamentisation, c'est-à-dire le passage de tendon à ligament. Les activités proprioceptives deviennent prioritaires, ainsi que les activités d'endurance. Endurance, on peut commencer la marche, le vélo, le step, la natation, s'il y a une possibilité de faire de la natation en crawl. Donc, en fin de période, la proprioception devient dynamique en bi, puis en unipodal avec matériel facilitant. Les moyens, donc travail en co-contraction des différentes angulations du genou, type presse, travail des ischio-jambiers en développant la puissance et la vitesse de la contraction, travail du quadriceps toujours en chaîne cinétique fermée, en isométrique en extension, développement du contrôle neuromusculaire et de la proprioception. On a le plateau instable, la balancelle, la trampoline. Pour le réentraînement cardiovasculaire à l'effort, vélo, tapis, roulant et step. Début du footing, on peut commencer sur un terrain plat, souple en fin de période. Les incidents, toujours il faut faire attention aux incidents. On peut avoir une sensibilité rotulienne, un genou inflammatoire, une tendinite, surtout si on a l'appareil CAGI. Les contre-indications, c'est il ne faut pas faire un travail dynamique en puissance maximale. Alors, la 4e période, c'est la période de réathlétisation. Là, de 4 à 6 mois, on peut commencer vraiment à intensifier le travail. Donc, à partir de 4 à 5 mois, le tendon retrouve plus ou moins sa puissance. Des activités plus importantes peuvent être entreprises à la fois en puissance et en endurance. Le footing est rajouté au programme avec la reprise de l'activité dans la base. La natation, le vélo, la rééducation musculaire, travail en endurance, en puissance et activité proprioceptive dynamique. Là, à 4 mois, on commence par faire un test isocinétique. C'est un test d'évaluation, de récupération de la force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers. Bien sûr, un test comparatif. Les moyens, donc athlétisation des différents groupes musculaires, par presse, banc de récupération, travail isocinétique, travail dynamique avec saut et changement de direction en souplesse, poursuite du footing en accélération, vélo, natation avec panne. Activité de la réinsertion physique progressive. Donc là, la pliométrie, comme on en a parlé, travail dynamique. Alors, incident possible, toujours sensibilité rotulienne, je reviens. Genou inflammatoire, tendinite rotulienne, contre-indication, travail physique et sportif avec pivot. Pas de travail avec pivot à 4 mois. Donc la 5e période, c'est la reprise du sport. La reprise du sport, c'est la rééducation pré-sportive. Donc celle-ci peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois, suivant la pratique du sport. La reprise de l'entraînement sportif est envisageable vers le 7e ou 8e mois et la reprise de la compétition entre 9 et 12 mois selon le type de sport. Au 7e mois, il est conseillé de faire un bilan isocinétique comparatif des genoux afin de définir la capacité fonctionnelle musculaire pour orienter la préparation sportive. Les moyens. Alors, le test isocinétique comparatif, ça, il faut le faire quel que soit X, surtout pour les sportifs de haut niveau et d'orientation. Donc, critères de reprise de sport en évaluation concentrique. Là, je vous donne 2 informations pour la course à pied sur le terrain. Alors, on accepte un déficit musculaire entre 20 et 40 degrés. C'est les écrits qui disent. Le sport de pivot, c'est-à-dire football, basket, les sports de pivot, le déficit doit être inférieur à 15%. On peut reprendre la compétition, mais sinon, avant, il faut renforcer. Donc, toujours travail musculaire intensif,
toujours réapprentissage des gestes sportifs préférentiels en fonction des tests, du sport de niveau pratiqué et la reprise de l'entraînement spécifique. Alors, les problèmes rencontrés au cours de la rééducation: un gonflement du genou chaud, un genou chaud, un hématome douloureux, un genou raide. On peut rencontrer un genou raide, un arrêt de la progression pendant 3 semaines. Nous avons fait quand même des arrêts sur certains sportifs pendant 3 semaines. Bien sûr, après consultation du chirurgien. Gêne douloureuse. Il faut toujours expliquer aux sportifs, écouter, expliquer. Ne pas solliciter la plastie, ça c'est très important. Ne pas solliciter la plastie par des mouvements interdits qui risquent d'engendrer un tiroir antérieur, une rotation médiale et un valgus. Pas de travail actif en chaîne cinétique ouverte contre résistance du quadriceps et des ischios, surtout avant 2 à 3 mois. Pas d'activité sportive, physique et sportive avec pivot et contact avant 6 mois. Pas de contact avant 6 mois, bien sûr, avec l'avis de son chirurgien, je reviens. Conclusion, enfin, donc, le début de la ligamentoplastie est de rétablir un genou apte à la pratique du sport. Tout protocole de rééducation doit s'adapter à chaque cas en fonction des bilans d'évolution, des recommandations des chirurgiens. Il est important de tenir compte des délais des différentes étapes de cicatrisation du transplant afin de le préserver. Le protocole instauré doit être adapté à chaque type de genou, à chaque sportif et à l'intervention pratiquée. Enfin, merci de votre attention. Merci. Merci bien. Donc, comme nous sommes pressés, on va présenter. Désolé pour le. C'est pas grave. Donc, juste, on va regrouper les questions après. Donc, on passe à la présentation concernant la reprise de sport après ligamentoplastie et on laisse les questions après cette présentation. Merci docteur. Donc je tiens tout d'abord à remercier la comité de Softcode pour l'invitation. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les critères de reprise sportive après chirurgie de ligament croisé antérieur. Donc commencer. La lésion du ligament croisé antérieur est une blessure courante dans les sports de type d'atterrissage, pivotement, contact, comme le football. La reconstruction du ligament croisé est une condition préalable au retour au sport. Le taux de retour au sport, suivant la littérature, est à 88%. Par contre, seulement 65% des sportifs retrouvent leur niveau pré-lésionnel avec un taux de risque de récidive important qui est entre 23 à 29%. Donc, quelle est la fiabilité des tests de force musculaire et de performance physique? Combien de tests doivent être inclus pour prendre la décision de retour au sport? Quel est le calendrier des tests, bien évidemment? Donc les critères fondamentaux, délai minimal lié à la cicatrisation et l'évaluation clinique, paraclinique, instrumentale. Il faut tout d'abord strictement respecter le délai minimal lié à la cicatrisation du transplant. Toute plastie implantée suit le processus de maturité suivant une nécrose avasculaire, revascularisation, et puis une prolifération cellulaire et remodelage. La revascularisation semble atteindre son maximum vers les 6 mois de la greffe. Pour que le plastique soit comme un ligament sur le plan solidité, cela prend environ 3 ans. Un processus de maturité est favorisé par une rapide participation dans l'activité physique qui stimule par la suite le développement du métabolisme et augmente la synthèse du collagène, ce qui augmente la force et la taille de la plastie.
l'évaluation clinique et paraclinique, on a des indicateurs structurels, fonctionnels et psychologiques. Pour les indicateurs structurels, la douleur, l'épanchement, la mobilité articulaire, force musculaire, la performance physique, l'évaluation de la qualité du mouvement pour la douleur. Donc un bilan qui contient la quantité, la durée, la localisation, la chronologie et l'intensité. Et c'était un bon indicateur de choix des techniques de rééducation, la fréquence et l'intensité de l'entraînement. Pour l'épanchement, une simple comparaison avec le côté contralatéral. Et c'est important parce que l'existence d'un épanchement intra-articulaire est un facteur d'inhibition de 60% du quadriceps. Pour la mobilité articulaire, mesure comparative de l'extension. À la recherche d'un recurvatum, c'est un indicateur de tension sur le transplant. Flessum, indicateur dans la détection et le suivi des Cyclops syndrome. Aussi la flexion, c'est un indicateur de déficit cinématique et cinétique. Pour la force musculaire, une mesure centimétrique comparative du volume musculaire, c'est un indicateur de tonicité. Et le fameux test isocinétique, à partir du 4e mois. Pour que ce test soit validé, il doit atteindre un couple maximal isocinétique d'extension du genou de 260%, plus ou moins 40% de la masse corporelle, et une mesure de symétrie de membres avec Symmetric Index qui est supérieur à 85%. Pour la performance physique, on a plusieurs tests. On va citer quelques tests. C'est le Single Leg Drop Jump Test, le Star Balance Test, aussi le test de Hoblon, saut de jambe unique, saut triple jambe unique, jambe triple diagonale à jambe unique, sont tous des tests de saut. Le Step Down Test de fatigue et le saut en contre-mouvement sur une jambe. Le principe de tous ces tests, c'est de comparer les deux membres sur le plan qualitatif et quantitatif du mouvement. L'évaluation de la qualité, c'est un indicateur de déficit cinématique et cinétique qui peuvent persister. Donc 60% des patients, après une reconstruction de ligament croisé antérieur, avaient une cinématique d'atterrissage anormale dans la jambe blessée par rapport à leur jambe non blessée, bien que 72% d'entre eux aient réussi les critères de Leg Symmetric Index supérieur à 90% pour les tests de saut. Les déficits entre les membres dans les paramètres de chargement excentrique et concentrique persistent même après 9 mois après la reconstruction de ligament croisé antérieur, ce qui évoque une stratégie de déchargement compensatoire pour protéger le membre impliqué lors d'une tâche de performance sportive. Ce phénomène de compensation est manifesté par une asymétrie de la flexion du côté du tronc, de la distance du centre de gravité au genou et la cheville dans le plan frontal, l'inclinaison du bassin et la chute du bassin lors d'un changement de direction non planifié. D'où l'importance de l'intégration d'une évaluation biomécanique dans la prise de décision concernant le retour au sport par un test et une analyse tridimensionnelle du mouvement. Pour les indicateurs fonctionnels, une étude publiée par le journal of Athletic Training qui compare deux groupes qui ont eu une chirurgie sur le ligament croisé antérieur, groupe Return to Sport and groupe Not Return to Sport. Les variétés de tests de force, les résultats sont similaires. Et pour les scores sur les échelles fonctionnelles,
on a remarqué des scores plus forts dans le groupe Return to Sport. Conclusion, les mesures de performance physique seules peuvent ne pas suffire. Et d'où l'importance des mesures des scores fonctionnels. Il y a plusieurs échelles. Le plus fiable, c'est l'échelle de l'Ishlam. Il y a aussi l'échelle de Marx et le fameux International Knee Documentation Committee, COS, aussi la CLRSI. Les indicateurs maintenant psychologiques. Une blessure de ligament, au ligament croisé antérieur entraîne non seulement des déficiences physiques, mais a également un impact psychologique. 65% des patients not return to sport, la raison pour ne pas reprendre le sport, c'est une raison psychologique. Et il indique une peur de se blesser à nouveau c'est la raison la plus fréquente. Les patients ayant obtenu des scores plus élevés au questionnaire concernant la préparation psychologique à la retour au sport avaient plus de chances de revenir au niveau de sport d'avant la blessure. Les critères indépendants. Donc la nature du sport, bien sûr. Au cours, suivant une étude récente, au cours des 2 premières années, suivant la reconstruction du ligament croisé, 30% des personnes qui ont repris le sport, atterrissage, pivotement, contact et tout, ont subi une nouvelle blessure, donc un taux élevé de récidive. Par contre, 8% seulement qui ont pratiqué un niveau de sport inférieur. Donc le niveau de sport est un critère important. Pour l'âge, il y a une contradiction remarquable pour les études. D'une part, ils ont montré que le jeune âge du sportif, il augmente les chances de revenir au niveau qu'avant la blessure, mais d'autre part, il augmente aussi le taux de risque de récidive entre 30 et 40%. Le temps entre la blessure et la chirurgie, c'est un critère important. Les lésions associées cartilagineuses ou méniscales ou des antécédents de chirurgie de cartilage. Pour la discussion, on va discuter la fiabilité des tests de force musculaire et performance physique. Combien de tests doivent être inclus? Le calendrier de ces tests. Pour la fiabilité des tests musculaires et performance physique, le principe de validité de tous ces tests est basé sur l'utilisation du membre non impliqué comme référence pour le membre impliqué dans la mesure de l'indice de symétrie des membres, le Leg Symmetric Index. Et voici comment on calcule cet indice. Plusieurs études ont montré des inquiétudes concernant l'utilisation de ce critère. La présence des déficits de performance pour les 2 membres par rapport aux données normatives d'athlètes en bonne santé, malgré l'obtention d'un Leg Symmetric Index supérieur à 90%. Aussi, 14% seulement de tous les patients qui ont atteint un Leg Symmetric Index de 100% pour les tests de force après 2 ans post-opératoires. Le nombre de le membre non opéré est plus faible par rapport à un membre appareil d'un groupe témoin. Des modifications neuromusculaires bilatérales après une blessure unilatérale de ligament croisé antérieur. Tout ça évoque l'utilisation de Leg Symmetric Index pour valider les tests peut sous-estimer les déficits de performance, de développement de la force et de la puissance et de la force réactive et doit donc être utilisé avec prudence comme critère de retour au sport après une reconstruction de ligament croisé antérieur. Combien de tests doivent être inclus?
Le problème avec ces tests, c'est la pénalité des tests multiples. Plusieurs tests dans plusieurs domaines devront être réussis à un taux de réussite requis qui était le plus souvent fixé à 90%. Même si 80% des athlètes réussissent chaque test d'une batterie de tests, le taux de réussite global dépend du nombre total des tests, sorte que si notre batterie de tests contient un seul test, le taux de réussite il est à 80%, mais si on a 4 tests, par exemple, dans la batterie de tests, on a seulement 40% de taux de réussite. Ici, donc l'importance relative de chacun de ces tests, elle est actuellement inconnue et peut varier selon les sports et les individus. La calendrier maintenant. Pour chaque mois où le retour au sport a été retardé jusqu'à 9 mois après la reconstruction, le taux de récidive des blessures de genoux a été réduit de 51%. Entre 9 mois et 2 ans post-opératoire, il n'y a pas de réduction significative de risque de récidive. Tous les patients qui ont repris le sport avant 5 mois ont subi une blessure au niveau du genou. La lésion du ménisque était la blessure la plus fréquente. C'est un facteur important de développement de l'arthrose, comme indiqué notre cher docteur. Alors, certaines études ont suggéré donc de retarder le retour au sport jusqu'à 9 mois après la chirurgie, mais ils n'ont pas répondu à la question quels critères devraient être utilisés pour décider s'il est sûr de reprendre le sport. Donc, pour conclure, les facteurs de succès de retour au sport, c'est la préparation physique, une bonne préparation physique, la surveillance des mesures des résultats signalés par les patients et une préparation psychologique. Un retour au sport dit réussi, c'est un retour qui permet à l'athlète de revenir à son niveau de sport antérieur, tout en présentant un risque réduit ou raisonnable d'une deuxième blessure au ligament croisé antérieur. Enfin, voici une proposition de réponse quand votre patient dit 6 à 9 mois, docteur, c'est trop. Voici une proposition de réponse. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la présence? On va essayer de faire vite parce qu'on est vraiment en retard. Quelqu'un a une question? Bon, on va passer à la présentation suivante avec le Dr Hamdi Kaziz qui va nous parler des reprises chirurgicales des reconstructions de ligaments croisés antérieurs. Hamdi, à toi la parole. Merci, Dr Tourbi. Donc, je salue toute la présence. Après avoir vu ensemble comment traiter une rupture fraîche du ligament croisé antérieur, comment faire la rééducation, des fois, ça échoue et on parle d'un échec d'une ligamentoplastie ou d'une reconstruction du ligament croisé antérieur. Savoir une chose importante, que vu l'augmentation colossale du nombre de reconstructions de ligaments croisés antérieurs, certainement l'échec, certainement la récidive des signes fonctionnels représente en lui-même l'autre paire de manches, c'est-à-dire des signes qui vont ramener le patient à reconsulter après un délai qui est variable, bien évidemment, pour définir l'échec d'une reconstruction du ligament croisé. Et le maître signe fonctionnel, c'est l'instabilité, c'est la récidive de ce dérobement de signes fonctionnels comme le premier épisode, là où on a indiqué la reconstruction du ligament croisé. Chose importante, que les étiologies sont subdivisées en 4 grandes catégories dont les erreurs techniques prédominent la liste. Alors, en fonction du délai de la survenue ou la récidive des signes fonctionnels, on va définir les étiologies. Généralement, si c'est les délais inférieurs à 3 mois, ce sont les défauts de fixation, notamment pour le tunnel fémoral, ou bien l'infection qui peut expliquer l'échec. Si la survenue des signes fonctionnels
est entre 3 mois post-opératoire et 1 an post-opératoire, là encore une fois, les erreurs techniques sont incriminées. Des fois, une rééducation intensive qui était malmenée. Des fois, c'est la reprise de sport très précoce. Si la récidive survient à 1 an de recul après la reconstruction de ligament croisé antérieur, là, c'est le nouveau traumatisme lors de la phase active de jeu, lors de contact, qui peut expliquer la récidive. Et comme vous le savez, lorsqu'on fait une reconstruction, ce n'est pas un chèque donc, de garantie, ce n'est pas un contrat à vie que ne va pas récidiver. Certainement, un autre traumatisme pourrait éventuellement donner l'instabilité de nouveau. Et là, dans la revue de la littérature, comme vous voyez, les échecs d'ordre technique, c'est-à-dire que la ligamentoplastie n'était pas bien faite, n'était pas, entre guillemets, selon les recommandations, peut aboutir à des accidents d'instabilité en post-opératoire. Alors, l'erreur technique la plus rapportée dans la littérature, c'est l'anomalie ou le défaut de positionnement du tunnel fémoral, lequel tunnel fémoral, des fois, est positionné trop antérieur, et ces tunnels va donner des répercussions biomécaniques assez importantes sur le transplant déjà posé et qui pourraient expliquer l'instabilité et qui pourraient expliquer l'échec ultérieur de positionnement du tunnel. Pareil, le tunnel tibial pourrait être incriminé dans l'apparition de l'instabilité post-opératoire de cet échec, mais avec un pourcentage moindre. Généralement, c'est un tunnel qui est aussi trop antérieur, qui pourrait expliquer aussi le cyclope syndrome, c'est le conflit de transplant avec l'échancrure et qui à l'origine d'une rupture de fois ou l'échec de façon générale. Donc, si j'ose faire une sorte de conclusion concernant les erreurs techniques, pour le tunnel fémoral, un tunnel très antérieur dans l'échancrure, trop vertical, peut expliquer l'échec. D'autre part, un tunnel tibial trop postérieur aussi pourrait en quelque sorte expliquer l'échec. Parmi les autres causes d'échec, c'est la fixation, comme nous avons déjà vu avec professeur Bourbi. Des fois, nous avons des problèmes de désintégration, un problème de ligamentisation qui est lié à l'utilisation des moyens de fixation. Auparavant, les chirurgiens utilisaient des vis métalliques, actuellement des vis résorbables, l'endoboton. Ce sont des moyens de fixation qui sont différenciés et le processus biologique de ligamentisation peut varier. Le moyen soi-disant le plus robuste, réputé être à l'origine d'une fixation solide et qui donnera des résultats meilleurs à long terme, c'est la vis d'interférence. Ça reste toujours des résultats en fonction des séries publiées dans la littérature, mais il n'y a pas de différence significative. Aussi, parmi les facteurs qui peuvent expliquer l'échec, ce sont les lésions secondaires associées qui n'étaient pas prises en charge de façon convenable, comme ça a été mentionné. Une anse de saut qui n'était pas suturée en même temps, c'est un facteur d'échec. Des lésions des rampes n'étaient pas traitées à temps, c'est un facteur d'échec. Un cas de genou multiligamentaire avec association d'implants externes qui n'étaient pas réparés à temps, c'est aussi un facteur d'échec. Des fois, des anomalies constitutionnelles telles que la pente tibiale qui n'était pas aussi prise en charge et mise en exergue lors de la planification opératoire, c'est un facteur aussi d'échec ultérieur. Et le varus, très important aussi, c'est un facteur d'échec. Donc il faut prendre en considération toutes les lésions associées, soit osseuses, soit sébartimol, pour réussir et ne pas tomber dans l'échec. Devant toute récidive des signes fonctionnels, il faut mener un examen physique. Et là, je ne veux pas revenir sur les différentes étapes pour faire le diagnostic, mais il faut rechercher, surtout s'il y a un ressaut, surtout s'il y a des lésions secondaires associées par les tests meniscaux, par la recherche donc, d'un ressaut qui pourrait renseigner sur des plans ligamentaires, notamment dans la planification. Il faudra le mettre en considération pour réussir l'intervention de reprise. Les examens complémentaires, notamment les radiographies dynamiques, ont une place assez importante parce qu'ils permettent de voir s'il y a vraiment cette différentielle qui plaide en faveur de l'incompétence de transplant ou de la greffe déjà mise. L'imagerie par le scanner garde une place assez importante. Le scanner, cette tomodensitométrie, va étudier le positionnement du tunnel pour nous donner une idée sur
Tout d'abord, est-ce que c'était antérieur, postérieur? Est-ce que c'est bien positionné? Aussi bien pour le fémur que pour les tunnels tibiales. D'autant plus, ça va nous renseigner sur un élément très important, lequel c'est la ballonisation. Et la ballonisation, c'est l'augmentation de diamètre donc, de tunnel qui est à l'origine, qui est très responsable, donc très incriminé dans l'apparition de problèmes de l'intégration de la greffe au sein de ces tunnels. Finalement, l'imagerie par résonance magnétique, c'est un examen complémentaire indispensable pour revoir l'état des parties molles, notamment si jamais nous avons des lésions méniscales ou cartilagineuses qui sont soit la conséquence de l'échec, soit des lésions initialement donc, non traitées et qui pouvaient être aussi la conséquence de l'échec. Alors, le thème de la présentation, c'est comment faire, comment planifier notre reprise de ligament croisé antérieur. Le chirurgien, lors de la planification, il va se poser certaines questions, certainement. Alors, quelles sont ces questions? Alors, concernant la fixation précédente, est-ce qu'elle est optimale? Est-ce qu'elle est satisfaisante, bonne ou pas? Est-ce qu'il va garder les tunnels déjà creusés par le chirurgien lors de l'intervention précédente? Est-ce qu'il va choisir un greffon? Quel greffe faut-il choisir? Est-ce qu'il va creuser d'autres tunnels? Et puis, est-ce qu'il y a des nouvelles fixations? Est-ce qu'il va utiliser les mêmes vis qui étaient utilisées? Est-ce qu'il va changer de tactique? Il y a un diagramme, tout un arbre décisionnel, step by step, en allant de la première phase donc de diagnostic inspection jusqu'à la phase finale d'évaluation, où on va voir rapidement comment faire pour l'indication. Alors, il y a certainement des contre-indications absolues à la reprise de ligament croisé antérieur. Entre autres, une rééducation malmenée. Un patient qui n'est pas observant, un patient qu'on sait qui ne va pas être, disons, entre guillemets, à la hauteur pour la rééducation, on ne va pas quand même le programmer. Une perte de l'amplitude articulaire avec une grande raideur. Il faut traiter cette raideur avant d'entamer une chirurgie de reprise pour le ligament croisé antérieur. Un défaut d'alignement assez important. On est sûr que ça va s'épuiser puisqu'il y a un problème donc, de répartition de force et la conséquence aura un deuxième échec. Donc on ne va pas quand même planifier le patient pour une chirurgie de reprise. Si jamais nous avons une arthrose diffuse, et comme vous le savez que l'arthrose va stabiliser le genou, donc il ne faut pas s'amuser à faire une ligamentoplastie sur des lésions d'arthrose au niveau du genou. Et finalement, les arthropathies inflammatoires et infectieuses, ce sont des contre-indications. Le tabac, si jamais nous avons, comme on raisonne avec les pseudarthroses, c'est l'absence de consolidation des fractures, le tabac, en quelque sorte, pourrait être incriminé dans l'échec biologique. Et là, il faut convoquer le patient pour faire des consultations anti-tabac. C'est l'autre paire de manches. Alors, la reprise commence par un bilan arthroscopique. Il faut faire le tour du genou. Il faut aller donc visiter tout le compartiment du genou à la recherche d'une pathologie synoviale pour apprécier l'état de la greffe déjà mise. Est-ce qu'il y a donc une lésion des rampes méniscales? Et puis finalement apprécier l'état et l'orientation de tunnel. Rechercher si jamais nous avons un conflit avec l'échancrure ou une greffe qui est donc non tendue, qui est vraiment très flasque. Et si jamais nous avons une proéminence de matériel de fixation dans le genou. Si nous avons du tunnel mal positionné, sans conflit avec donc, le nouveau, il faut pas enlever les vis d'interférence qui sont dans matériel biodégradable, il faut juste repositionner de façon correcte les tunnels et fixer la greffe. C'est des tunnels anatomiques sans ballonisation, c'est-à-dire sans augmentation du diamètre du tunnel. Là, il faut enlever les fixations et utiliser les mêmes tunnels qui sont dans la bonne position et avec une augmentation de la vis de 1 mm. Si les tunnels sont anatomiques mais non ballonisés, là, il faut enlever les fixations, évaluer le stock osseux et la chirurgie peut se faire en un temps de temps. Si le stock osseux est normal, on peut faire la chirurgie en un seul temps. S'il y a une perte de substance osseuse, il faut combler ces tunnels par de la greffe. Ça, c'est la première chirurgie, le premier temps chirurgical. Laissez le patient, on va voir par la suite 3-4 mois le temps de consolidation et puis reprendre encore une fois dans un deuxième temps le patient pour la greffe de ligament croisé et la reprise de ligament croisé. Si les tunnels maintenant ils sont mal positionnés, donc il n'y a pas de conflit avec le nouveau matériel, il ne faut pas oublier la vis d'interférence. Là, sur la radiographie, le patient a été opéré.
Donc le chirurgien a fait une ligamentoplastie avec la fixation par 2 vis métalliques, comme vous le voyez. Il a repris, il y a une anomalie du tunnel fémoral, il a fixé par endoboton, comme ça a été tout à l'heure présenté par professeur Borby. Et là, puisqu'il n'y a pas de conflit avec le matériel, l'intervention n'a pas nécessité une ablation des vis. On a fait la fixation du nouveau transplant par un endoboton au niveau fémoral et par une vis d'interférence qui n'est pas visible sur la radiographie. Et les tunnels, il est juste à côté du tunnel tibial qui était préparé par une vis d'interférence. Si les tunnels sont anatomiques sans ballonisation, là, il faut enlever les fixations. Et si nous avons des tunnels qui sont utilisables, il faut augmenter juste le diamètre des vis enlevées. Là, on va juste s'assurer en péropératoire que ça tienne. Donc, juste, il faut voir la fixation. Alors, pour le tunnel anatomique, mais ballonisé, la ballonisation, c'est un problème biologique qui est dû à un défaut d'incorporation de la greffe dans les tunnels. Ça semble être une complication qui se voit plus avec la reconstruction de ligaments croisés aux ischio-jambiers que au tendon patellaire, mais ça peut se voir aussi, et qui est défini par l'augmentation de diamètre. Là, comme vous voyez sur la radiographie, que le diamètre donc, du tunnel fémoral et tibial s'est élargi par rapport au diamètre creusé par le chirurgien, confirmé sur la tomodensitométrie en coupe, sagittale. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut programmer une reprise en 2 temps. Un premier temps où on va combler cette perte de substance par de l'os, une greffe prise de patient, ou bien des substituts osseux. Je ne sais pas si ça existe en Tunisie ou pas, les substituts osseux pour combler. Je ne pense pas que ça existe, c'est trop cher. Et une fois qu'on a comblé la perte de substance par de la greffe prise, comme vous le voyez ici, donc du patient, ça ne marche pas, on a une contact, on va la mettre dans le tunnel et on va voir l'incorporation de la greffe. Si tout va bien, on comble cette perte de substance. Au bout de 3-4 mois, on va reprendre le patient pour une ligamentoplastie. L'objectif que la fixation tienne. Concernant le choix maintenant de greffant, là c'est un sujet aussi bateau. Faut-il choisir par exemple un patient comme tout à l'heure disait mon ami Dr Borby, pour des patients qui étaient opérés avec échec DDT, il était obligé de mettre une greffe au tendon patellaire. Et vice-versa. Bon, on peut utiliser toutes les greffes. On peut utiliser le tendon quadricipital, le tendon patellaire, les ischio-jambiers. Des fois, donc, si nous avons de greffe osseuse, il faut déférer l'intervention de 4 à 6 mois, le temps d'incorporation de la greffe. Aussi, il faut savoir que dans la chirurgie de reprise, ce n'est pas comme la chirurgie primaire où on s'intéresse seulement à substituer biomécaniquement le ligament croisé antérieur. Il faut réfléchir à traiter d'autres lésions. C'est généralement des plasties mixtes intra-extra-articulaires pour éviter éventuellement l'échec une autre fois. Et plusieurs techniques chirurgicales étaient rapportées dans la littérature. Il y a le Macintosh, il y a la technique de Sonneau-Côté, la technique de l'ERA. C'est des plasties à la fois intra-articulaires et extra-articulaires pour stabiliser le genou. La plastie, donc, comme nous avons déjà dit en un seul temps, c'est une chirurgie qui s'indique si jamais nous avons un bon stock osseux et que, par exemple, le patient a eu une ligamentoplastie utilisant la DDT. Là, on peut indiquer le tendon patellaire simple et on peut faire en un seul temps. Et vice-versa, si nous avons eu un échec sur un tendon patellaire, le Kenneth Jones, le KJ, on peut faire la reprise en un seul temps utilisant la DDT. Généralement, c'est des problèmes techniques. Pour la chirurgie en un seul temps, nous n'avons pas un problème de ballonisation, nous n'avons pas un problème d'incorporation de la greffe. Il suffit juste de creuser de nouveau de bons tunnels et on aura certainement une bonne fixation. Donc, surtout, le problème qui se pose, c'est le tunnel fémoral. Il faut vraiment, lors de la reprise, maîtriser le positionnement et ne pas être trop antérieur. Actuellement, le positionnement du tunnel anatomique est en vogue. Dans la reprise, on n'a pas vraiment de repère. Il faut être plus postérieur over the top, gardant 7 mm par rapport à la corticale postérieure de condyle externe. Et on est sûr que le tunnel tiendra et qu'il n'y aura plus de conflit. Il y a une bonne tension lors de la mobilisation de genou. Le 2 temps, c'est réservé dans le cadre d'une ballonisation
une augmentation de diamètre au-delà de 14 mm des tunnels, on est sûr que ça ne tient pas. Même le diamètre des vis d'interférence maximale, c'est 11-12 mm, ça ne va pas tenir. On est obligé de faire une greffe osseuse avant de mettre, après ces 4 à 6 mois, notre greffe. Et là, donc, c'est une greffe en 2 temps. Le patient présente une ballonisation des tunnels. Là, quand vous voyez cette clarté et l'aspect scléreux des berges de la clarté, c'est un phénomène de ballonisation. Le patient a eu une greffe et dans un second temps, nous avons donc un remplissage de la perte de substance par de la greffe qui a bien donc consolidé. Pour le moyen de fixation, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose. Si on décide de faire l'essentiel, que le tunnel soit bien positionné dans la reprise, on peut fixer par des vis d'interférence, mais de diamètre un peu plus important que le diamètre de la ligamentoplastie primaire. Mais des fois aussi, on peut utiliser les ondes de botton. Si jamais nous avons donc d'autres moyens comme les agrafes, on peut les utiliser dans le cadre des lésions associées en même temps que la reconstruction. Il ne faut pas aussi oublier, dans la reprise, de traiter les lésions associées. Si nous avons une lésion méniscale, il faut s'acharner à faire la suture. Si nous avons un problème de pente tibiale, il faut, actuellement c'est un sujet d'actualité, de faire des osteotomies lors de la prise en charge de ligaments croisés, parce que c'est avéré que de pentes exagérées de la pente tibiale peuvent représenter un facteur d'échec ultérieur. Et puis, s'acharner à traiter aussi d'autres lésions ligamentaires associées. Actuellement, ce qui est en vogue et qui est recommandé dans la reprise du ligament croisé antérieur, c'est la tynodèse latérale ou la reconstruction de plan antérolatéral. Ce sont des indications actuellement qui deviennent de plus en plus standardisées. Dans la reprise est recommandé de faire de façon systématique la reconstruction de ligament antérolatéral, le ALAL. Quelles sont les autres indications? C'est le ressort rotatoire d'emblée, on peut le faire dès la chirurgie primaire, l'hyperlaxité et les sportifs de haut niveau de compétition. Il faut indiquer la plastie de plan antérolatéral. Concernant le positionnement du tunnel, le positionnement idéal, je vous le montre. Donc, au niveau du fémur, apprenez que c'est postérieur et proximal. Et au niveau du tibia, c'est presque ce que j'ai dit. C'est le plan qui permettra, en association avec la reconstruction de reprise de ligament croisé antérieur, d'avoir une meilleure stabilité de genou. La fixation de cette ligamentoplastie de plan antérolatéral va se faire genou en flexion à 30 degrés et en rotation neutre. Le take-home message, la reprise de ligament croisé actuellement, c'est une intervention qui va se voir puisqu'il y a une augmentation colossale du nombre de reconstructions de ligaments croisés de première intention, notamment avec l'augmentation de la pratique de sport. Il faut identifier la cause exacte. Il faut différencier les échecs d'ordre technique, mécanique et des échecs biologiques qui sont définis par une mauvaise incorporation de la greffe au sein des tunnels. Savoir une chose importante, que les erreurs techniques sont responsables de la quasi-totalité, dans 70% à peu près, des échecs. Donc il faut vraiment essayer de trouver une explication d'ordre technique pourquoi le patient présente de nouveau une instabilité, la récidive des signes fonctionnels. Il faut aussi sur l'imagerie étudier les positionnements du tunnel pour savoir où est-ce qu'on va creuser et si jamais on est obligé de faire une greffe avant de faire la reconstruction. Et puis planifier en un temps, 2 temps. La plastie extra-articulaire presque obligatoire pour la reprise, il faut faire la reconstruction du LAL et ne pas oublier les lésions associées, notamment les lésions méniscales et cartilagineuses qui peuvent elles-mêmes péjorer les résultats fonctionnels si on ne fait pas le diagnostic à temps et les traiter en même temps opératoire. Et l'objectif toujours de la reprise, c'est d'avoir un genou stable, sinon ça ne sert à rien de faire la reprise chirurgicale. Et je vous remercie. Merci Hamdi pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la présence? Oui, madame. Micro. Les causes du ballon. La ballonisation. Exactement. La ballonisation, elle se forme en fonction de quoi
réellement, comment elle se fait cette ballonisation? D'accord, bonne question. La ballonisation, c'est un phénomène qui apparaît suite à la ligamentoplastie. Ça semble être plus fréquente dans le cadre d'une reconstruction des DT. Bon, c'est un phénomène biologique d'incorporation de la greffe. Ça semble être dû à des phénomènes inflammatoires qui existent dans le tunnel. Ça pourrait, il y a des articles qui ont parlé de l'effet des vis d'interférence, peut-être qu'il aurait formé une réaction inflammatoire lors de la processus de ligamentisation de la greffe et qui pourrait en quelque sorte donner cet aspect un peu plus lucide des tunnels et qui va commencer à s'élargir, donc et ça va compromettre ça va compromettre la ligamentisation et la bonne incorporation, et comme conséquence on va avoir l'élargissement du tunnel et la fixation va être très obsolète et on ne va pas avoir un effet solide, robuste de la fixation. Mais c'est inflammatoire en quelque sorte. Micro. Est-ce que cette ballonisation peut, comment vous dire, arracher la partie fixée de la... Non, ça n'arrache pas. Au contraire, ça va donner une fixation très... La fixation, est-ce qu'elle va devenir plus... Oh, certainement. Donc nous avons par exemple une greffe qui fait 9 mm qu'on a fixée avec une vis à l'intérieur de 7 ou de 8 ou 9 mm dans un tunnel de 9 mm. Et si jamais nous avons ce phénomène inflammatoire, le tunnel va commencer à s'élargir petit à petit et sera rempli par une réaction inflammatoire de la fibrose. Et puis, donc, la greffe va se trouver un peu libre au sein du tunnel. La conséquence, c'est que lors de la phase active de jeu, si c'est un sportif, ou lors donc, de mise de stress de genou, ça va donner donc, des accidents d'instabilité. C'est-à-dire, c'est un problème de contenu-contenant. Le tunnel ne va pas être à la hauteur d'être rempli par la greffe, il va être élargi, donc ça va donner cette déficience de transplant. Hamdi, je pense qu'on lève la séance, Oui, on est lève la déjà séance un pour peu la en pause retard café. et on reprendra après la pause café à 11h. On reprendra avec Dr Hedizine, tu gères la séance pour les gonarthroses, d'accord?